Depuis son retour à la Maison-Blanche, Trump et son administration ont lancé depuis quelques jours une guerre commerciale au monde entier. Ils estiment que les États-Unis d'Amérique avaient été pillés, saccagés, violés et dévastés par des nations proches et lointaines, des alliés comme des ennemis. Pour corriger le tir, Trump et son administration comptent rétablir l'équilibre en revoyant les droits de douane. Si cette revue des droits de douane visait essentiellement les autres puissances, elle s'applique aussi aux pays africains. L'administration Trump colle désormais 34% de droits de douane aux exportations chinoises vers les USA. L'Union européenne doit désormais payer 20% sur ses exportations vers les États-Unis, 32% pour Taïwan, 24% pour le Japon. Au-delà de ces précisions, l'ensemble de la planète est soumis à un taux de 10% sur les exportations en direction des USA. Au Togo, cette mesure va toucher la production agricole telle que le café et le cacao, le karité et les fèves de soja. Dans le régime préférentiel de African Growth and Opportunity Act, AGOA, ces productions togolaises sont phares dans les échanges commerciaux avec les États-Unis. Ce durcissement tarifaire fait déjà craindre un recul des exportations togolaises vers le marché américain. Notons que les exportations togolaises vers le marché américain ont progressé ces dernières années, passant de 20 millions de dollars en 2021 à 97 millions de dollars en 2024. L'intégration financière des femmes est impérative pour le développement socio-économique du continent africain. Selon le classement 2025 de l'inclusion financière des femmes, dont les données ont été analysées par Asset African Center for Economic Transformation, une diversité de situations se confirme. En effet, une analyse comparative des nations africaines en matière d'inclusion financière des femmes met en lumière des disparités significatives. Des pays comme l'Afrique du Sud, le Kenya ou encore la Namibie ayant développé un système financier numérique ont su tirer parti de l'innovation technologique pour étendre l'accès aux services financiers aux femmes. A l'inverse, d'autres pays africains comme la Sierra Leone, le Niger ou le Soudan du Sud démontrent une inclusion financière des femmes plus faible. Cette étude s'appuie sur 6 indicateurs repartis en 3 catégories telles que l'accès aux services financiers formels, l'accès au crédit et pour finir, l'accès et l'utilisation des technologies financières numériques comme par exemple la détention d'une carte de crédit, l'utilisation d'un téléphone portable ou d'Internet pour l'achat d'un bien ou d'un service. Dans le classement, le Togo se positionne à la 20e place avec un score de 39,2, clairement en dessous de la moyenne. Cette place prouve que le Togo est encore confronté à des défis structurels qui freinent l'inclusion financière effective de sa population féminine. Le pays doit poursuivre et intensifier les réformes visant à lever les obstacles spécifiques rencontrés par les femmes au niveau financier. Notons que si certains ont démontré leur capacité à innover et à mettre en place des politiques efficaces, d'autres doivent redoubler d'efforts en matière d'accès et d'usage des services financiers aux femmes. Rappelons que l'Afrique du Sud est premier du classement avec un score de 94,6 points devant le Kenya qui cumule 86,1 points pour occuper la 2e place du classement. L'économie togolaise est désormais de plus en plus portée par un secteur privé dynamique et très diversifié. Selon les autorités, le rôle du secteur privé comme moteur de l'innovation et force de proposition est à saluer. En effet, en 2024, le secteur privé représente 76,8% du PIB national contre 77,1% en 2023. Le chiffre de l'année 2024, bien qu'en légère baisse par rapport à 2023, rappelle le rôle structurant du secteur privé dans l'économie togolaise. De façon générale, la contribution du secteur privé à la croissance du PIB n'a cessé d'augmenter depuis 5 ans. Et depuis 2020, l'emploi privé, de son côté, s'établit à près de 98% des emplois du pays. Toutefois, des difficultés structurelles sont aussi à signaler. Pour certaines petites et moyennes entreprises PME, des défis liés aux chaînes d'approvisionnement, au financement, à l'écosystème entrepreneurial, entre autres, sont autant d'obstacles limitant leur compétitivité.
elles sont le plus souvent victimes de discrimination, de préjugés, de persécutions et d'agressions. Elles, ce sont des personnes atteintes d'albinisme. Le calvaire de ces personnes ont poussé certaines organisations à demander une étude sur les personnes atteintes d'albinisme au Togo. D'après les résultats de cette étude, 0,019% des Togolais sont atteints d'albinisme avec des disparités entre les régions du pays. Pris sur une échelle de 100 000 habitants, les personnes atteintes d'albinisme sont au nombre de 390 dans la région des Plateaux et faisant de cette région la plus peuplée par des personnes atteintes d'albinisme. La région des Savanes a la population albinos la plus faible sur toute l'étendue du territoire, avec une population de 200 personnes pour 100 000 habitants. Sur le plan socio-géographique, la population des personnes atteintes d'albinisme est majoritairement jeune, avec 62,78% d'entre elles à n'avoir pas encore atteint les 25 ans. Seulement 11% de ces personnes excèdent les 45 ans. Quant aux adolescents de 1 à 15 ans, ils font 43% de cette population. Malheureusement, les personnes atteintes d'albinisme au Togo ont une activité qui implique une exposition journalière aux rayons ultraviolets sans protection adéquate, précise l'étude. Elle fait noter aussi que plus de la moitié de ces personnes n'ont pas de revenus mensuels et la moitié de ces personnes atteintes d'albinisme sont des femmes. En tout, c'est 1521 personnes qui sont atteintes d'albinisme au Togo en 2024, avec une prévalence de 18,60%. La production agricole au Togo a connu une progression significative en 2024 par rapport à l'année précédente. Plusieurs cultures ont enregistré une hausse, notamment l'igname. Selon les données du ministère de l'Agriculture relayées dans le budget du citoyen, la production d'igname a atteint 2 515 000 tonnes en 2024, marquant une augmentation de 5% par rapport à 2023 où elle s'élevait à 2 406 614 tonnes. Cette évolution est le fruit d'efforts des différentes régions du pays. La région des Plateaux, par exemple, a produit 768 864 tonnes d'igname, tandis que la région centrale a enregistré un volume de 519 708 tonnes. D'autres régions ont également contribué à cette dynamique positive, illustrant ainsi l'évolution du secteur agricole togolais. Outre les tubercules, la filière avicole a également connu une forte croissance. En 2024, la production de volailles a atteint 3,6 millions de têtes selon le ministère en charge de l'élevage. Cette performance intervient à un moment opportun alors que le gouvernement met en place des stratégies pour renforcer le secteur agricole. Dans le cadre du plan d'action d'investissement et de la filière plantes à racines et tubercules, PRT 2024-2028, une enveloppe de 2,34 milliards de francs CFA sera mobilisée pour soutenir la production de tubercules. En parallèle, des mesures sont prises pour structurer la filière avicole et créer une véritable chaîne de valeur au Togo. Avec ces initiatives, le pays ambitionne de consolider son autosuffisance alimentaire et d'accroître sa compétitivité sur les marchés régionaux. Au Congo-Brazzaville, l'agriculture est au cœur des efforts pour diversifier l'économie et réduire la dépendance aux importations. Malgré des conditions favorables, le pays importe encore une grande partie de sa nourriture pour un coût annuel de 600 à 700 milliards de CFA, soit environ 1 milliard de dollars. Pour y remédier, le gouvernement a créé des zones agricoles protégées. Dans la Bouenza, celle de Mouindi, lancée en 2024, regroupe 500 producteurs sur 200 hectares. La ZAP de Bouenza voisine suit un modèle similaire. Bon, toutes ces productions, ça sert pour nous aider nous-mêmes aussi, au lieu que de recevoir seulement ce qui revient de l'étranger. Bon, sur ce terrain, nous avions semé le maïs. On n'aura pas moins de 200 tonnes. Sinon que peut-être autour de 200 tonnes. Pour une première expérience et avec 59,22 hectares de semé, moi je pense que c'est quand même une très bonne chose. Parce que lorsque nous faisons maintenant la répartition, ça veut dire qu'on peut se retrouver à 3 tonnes par hectare et c'est la moyenne.
Le Congo dispose de 10 millions d'hectares cultivables, mais seulement 2 à 4% sont exploités. Depuis les années 80, des programmes d'autosuffisance ont été lancés avec des résultats mitigés. Plus récemment, en 2024, un plan visant à augmenter la productivité d'engrais a été annoncé, s'appuyant sur les réserves de gaz. Les zones agricoles protégées pourraient changer la donne à condition que les politiques soient bien appliquées et que l'engagement des autorités et des acteurs locaux perdure. L'Est de la République démocratique du Congo subit de plein fouet la montée des violences. Dans les Nord et Sud Kivu, l'économie locale étouffe jour après jour. Des entreprises locales ferment, résultat, les prix s'emballent et les denrées se raréfient. La brasserie Bralima, avec ses 3000 employés, est emblématique de cette crise. Mais son cas n'est pas isolé. Chaque entreprise qui ferme ses portes entraîne directement et indirectement dans sa chute des milliers de familles. Pour nous aussi qui sommes revendeurs des produits Bralima, nous n'avons plus quoi vendre. C'est que notre travail aussi est handicapé et que nous aussi nous sommes impactés de manière directe parce que nous ne pouvons plus nourrir nos familles. Bralima générait plus de 300 000 $ de recettes fiscales pour l'État. Sa fermeture s'inscrit dans un contexte de crise plus large, d'inflation croissante, le prix des denrées comme le riz, le sucre et l'huile qui ont doublé dans certaines zones et un secteur bancaire paralysé. Nous sommes devant un cercle vicieux. Si c'est à cause des banques que la Bralima ne fonctionne pas, il serait important que les banques rouvrent leurs portes. Pour que les banques fonctionnent, ça dépend aussi de la banque centrale qui est à Kinshasa. C'est que ce serait important qu'il y ait un dialogue entre la Bralima, les banques et le gouvernement congolais. Alors que les difficultés s'accumulent à l'Est, c'est à Kinshasa que se prennent les décisions. Le gouvernement congolais a récemment annoncé des mesures économiques d'urgence. Cependant, avec l'intensification des attaques et l'impasse des négociations de paix, les acteurs économiques attendent des solutions concrètes. Le Lesotho. Ce petit royaume d'Afrique australe vient de se voir infliger 50% de taxes douanières par les États-Unis, la plus forte marge imposée par le président Trump. Selon les données de la Maison-Blanche, cette décision prend en compte le taux moyen imposé par le Lesotho aux produits venus des États-Unis, 99%, soit le niveau le plus élevé au monde. Le Lesotho, que le président Trump avait ridiculisé en mars, le qualifiant de pays dont personne n'a jamais entendu parler, est un pays pauvre et enclavé, dont le produit intérieur brut dépasse à peine les 2 milliards de dollars. Ce pays a exporté vers les États-Unis pour 237 millions de dollars en 2024, un important excédent commercial qui vaut plus de 10% de son PIB, selon Oxford Economics. Pourtant, un obstacle majeur freine son plein essor, le manque de données fiables. Dans de nombreux secteurs, l'absence d'informations précises complique la prise de décision des investisseurs, qu'ils soient locaux ou étrangers. Par exemple, selon Africa 50, 80% des projets d'infrastructures en Afrique échouent au stade de la faisabilité et du plan d'affaires, en partie à cause d'un manque d'expertise et de données adéquates. Sans données structurées, il est difficile d'évaluer les risques, de mesurer le potentiel d'un marché ou d'adapter son offre aux réalités locales. Actuellement, l'Afrique subsaharienne capte seulement 12% des flux mondiaux d'investissement d'impact, une proportion modeste comparée à son potentiel. Mais ce défi représente aussi une opportunité. L'essor des fintech, des plateformes d'analyse et de l'intelligence artificielle permet aujourd'hui de combler ces lacunes en structurant les données disponibles. Des entreprises africaines et internationales investissent dans la collecte et l'analyse des données, ouvrant la voie à des décisions plus éclairées et à des investissements plus sécurisés. Marco Rubio tente de rassurer les Européens et promet que les États-Unis vont rester dans l'OTAN. Le secrétaire d'État américain précise la position de Washington à l'occasion de la réunion à Bruxelles des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance. Les États-Unis attendent que tous les pays membres dépensent davantage pour leur défense.
screen and those who are... And so we do want to leave here with an understanding that we are on a pathway, a realistic pathway, to every single one of the members committing and fulfilling a promise to reach up to 5% of spending. La prise de parole de Marco Rubio intervient au moment où les alliés s'inquiètent du virage où Donald Trump engage la diplomatie américaine. Depuis son retour à la Maison-Blanche, le 47e président des États-Unis a entamé un rapprochement avec la Russie de Vladimir Poutine, malmené le président ukrainien Volodymyr Zelensky et menacé d'annexion le Canada et le Groenland. Les prises de position du secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth sur les priorités des États-Unis en termes de sécurité ont elles aussi inquiété les Européens. Marco Rubio dénonce une hystérie injustifiée des médias quant à un éventuel désengagement américain de l'OTAN. De leur côté, les Européens redoutent un accord entre Moscou et Washington sur le dos de l'Ukraine. La coalition dite des volontaires réunit la semaine prochaine à Bruxelles les ministres de la Défense des pays prêts à offrir des garanties de sécurité à l'Ukraine après la guerre. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l'UE prépare d'autres contre-mesures contre les droits de douane de 20% sur les produits européens, annoncés mercredi par le président Donald Trump. We are prepared to respond. We are already finalizing the first package of countermeasures in response to tariffs on steel. And we are now preparing for further countermeasures to protect our interests and our businesses if negotiations fail. Le président américain a annoncé des droits de douane minimum de 10% sur la quasi-totalité des pays de la planète, à l'exception de la Russie. Sans surprise, l'UE et la Chine rejoignent la liste des, je cite, 60 pires contrevenants qui se verront appliquer un taux plus élevé. Pékin a réagi ce jeudi en qualifiant les droits de douane d'intimidation unilatérale et a promis de prendre de nouvelles contre-mesures. Le Premier ministre canadien Mark Carney a confirmé que le pays adopterait lui aussi des mesures de rétorsion pour protéger ses intérêts. La Suède et l'Irlande ont déjà publié des déclarations dans lesquelles elles regrettent ces droits de douane supplémentaires qui entreront en vigueur mercredi prochain. Donald Trump l'avait promis, il l'a fait. Le président américain a décrété une taxe de base de 10% sur les importations en provenance des pays du monde entier, ainsi que des droits de douane plus élevés pour des dizaines d'autres qui enregistrent des excédents commerciaux avec les États-Unis. Les importations de produits en provenance de l'UE seront frappées d'une taxe de 20%, a annoncé Donald Trump en brandissant un de ses célèbres tableaux. So how can anybody be upset? They will be because we never charge anybody anything, but now we're going to charge. European Union, they're very tough, very, very tough traders. You think of the European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to see. Donald Trump a promis aux Américains que les emplois reviendraient aux États-Unis, mais sa politique risque de provoquer un ralentissement économique, car les consommateurs et les entreprises pourraient être sujettes à de fortes hausses de prix. For decades, our country has been looted, pillaged, raped, and plundered by nations near and far, both friend and foe alike. American steel workers, auto workers, farmers, and skilled craftsmen. We have a lot of them here with us today. They really suffered gravely. They watched in anguish as foreign leaders have stolen our jobs, foreign cheaters have ransacked our factories, and foreign scavengers have torn apart our once beautiful American dream. L'annonce de Donald Trump menace de bouleverser une grande partie de l'architecture de l'économie mondiale et de déclencher des guerres commerciales plus vastes. L'UE n'a pas tardé à réagir par la voix de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a déclaré dans un communiqué que l'Europe est prête à réagir et qu'elle défendra toujours ses intérêts et ses valeurs.